On en sait davantage sur cette opération et sur quelques questions qui sont très importantes. De quelle nature, comment se sont déroulés les affrontements avec l'armée russe? Parce qu'on parle de 13, 20, peut-être 30 morts du côté de l'armée russe. Qu'est-ce qui a déclenché réellement Prigojine? Au-delà de son différend avec Shoigu sur l'armée, est-ce qu'il avait obtenu des garanties, des promesses de soutien? Et pourquoi a-t-il fait volte-face de cette manière-là, aussi soudainement? Est-ce seulement parce qu'il s'est dit « je ne peux pas y arriver » ? Il y a davantage sur toutes ces questions. On a désormais des réponses. Voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. C'est un peu l'histoire secrète de cette tentative de coup de force. D'abord, on en sait plus sur les raisons qui ont poussé Prigojine à engager ce défi à Vladimir Poutine. Bien sûr, on savait que l'armée russe exaspérée voulait avaler les troupes de Prigojine au 1er juillet et que Prigojine en était très désolé, enfin le mot est faible, et que ça mettait Prigojine très en colère. Mais de là à entreprendre une telle équipée, il y a un pas. Alors que s'est-il passé en plus ? Eh bien, ce qui s'est passé, David, c'est qu'Evgueni Prigojine a pensé avoir l'assurance que plusieurs hommes clés allaient immédiatement le soutenir et que cela allait provoquer des ralliements en cascade. Qui sont ces 4 hommes ? Eh bien, ils sont à la fois proches de Prigojine et proches de Vladimir Poutine. Le plus connu, c'est lui, Sergueï Sourovikine, 56 ans, général de l'armée russe, un relais de poids dans l'armée pour Prigojine. Il a dirigé les opérations en Ukraine entre octobre dernier et janvier dernier, en collaboration à l'époque avec Wagner. Autre figure notable, cette fois dans le monde politique, Alexei Dioumine, 50 ans, ancien garde du corps de Vladimir Poutine lui-même, aujourd'hui gouverneur de la région de Toula, qui est à côté de Moscou. Il appartient au même parti politique que Poutine et il est souvent cité d'ailleurs comme son potentiel successeur. Yuri Kovalchuk, 71 ans, actionnaire principal de la Banque de Russie, mais surtout trésorier personnel et conseiller de Vladimir Poutine. Ou encore Viktor Zolotov, 69 ans, lui est directeur de la Garde nationale et membre du Conseil de sécurité de Russie. Les toutes premières heures ont peut-être conforté même Prigojine dans cette idée qu'il était soutenu, puisque rappelons-le, il est entré dans Rostov sans tirer un seul coup de feu. Les 2 généraux qui l'entourent alors acceptent même d'être filmés avec lui, même s'ils ne cautionnent pas son coup de force. C'est ça. Il a pensé avoir l'assurance, c'est votre formule. On ne sait pas s'il y avait eu des discussions préalables et s'il y avait des assurances verbales, ou s'il imaginait que ces hommes-là, parce qu'ils le connaissaient bien, parce qu'ils étaient relativement proches de lui, se rallieraient naturellement et appelleraient à rallier Prigojine. Alors pourquoi décide-t-il de renoncer donc, Fanny ? Eh bien, c'est justement parce que certains de ses soutiens ont immédiatement pris leur distance. Le général Sergueï Sourovikine en premier. Voici ce qu'il a déclaré aux miliciens Wagner. « Nous sommes du même sang, nous sommes des guerriers. L'ennemi attend que la situation politique interne du pays s'aggrave. Vous ne pouvez pas faire le jeu de l'ennemi. » Mais il n'y a pas que ça. Ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi une raison militaire. Lorsque samedi, le convoi Wagner avance vers le nord, il est plus important que ce qu'on avait décrit dans les premières heures. Ce sont finalement une centaine de blindés, mais aussi des centaines de minibus, des systèmes de défense antiaérienne. Au total, David, un convoi de 1000 véhicules répartis en 4 colonnes qui avancent. À la mi-journée, ce convoi approche de la rivière Oka, que vous voyez ici. C'est ici, exactement, que la première ligne de défense russe s'est installée. Les ponts et points de passage qui permettent de franchir cette rivière en direction de Moscou ont été coupés. Des dizaines de soldats ont été déployés et Prigojine est informé d'une source haut placée dans l'armée que Moscou va envoyer l'aviation sur ses troupes lorsqu'elles seront concentrées justement à cet endroit-là. Et c'est cela sans doute qui achève de convaincre Prigojine de jeter l'éponge et de négocier. La menace de l'aviation qui a pesé sans doute aussi là-dessus. Vous nous direz ce que vous en pensez, général. Autre zone d'ombre qui s'éclaire peu à peu. Les affrontements avec l'armée russe. Oui, il y a eu des affrontements. Oui, il y a eu des morts et on commence à comprendre dans quelles conditions ça s'est déroulé. Oui, souvenez-vous, pas une goutte de sang n'a coulé et nous ne voulons pas en faire couler, avait affirmé Prigojine. Eh bien, c'était un mensonge. On estime, vous l'avez dit, qu'une quinzaine de soldats russes ont été tués.
au moins. Ça s'est passé dans cette région de Voronezh samedi en fin de matinée. C'était donc sur le trajet de Wagner. Selon le site indépendant, le média indépendant russe Medusa, il est environ midi quand l'armée russe envoie un essaim d'hélicoptères de combat contre ce convoi. Ils volent, vous le voyez, à très basse altitude et ils tirent des leurs. Wagner ouvre alors le feu et plusieurs hélicoptères sont abattus, 3 selon Prigojine lui-même. Un avion est détruit lui aussi en plein vol. Un Ilyushin 22, c'est une sorte de poste de commandement volant. Le voici qui vient donc d'être touché et qui est allé s'écraser dans ce champ. On marque une pause et on vous retrouve Fanny. Général, la menace de l'aviation a pu faire aussi douter Prigojine, en plus bien sûr du fait qu'il n'a pas reçu les soutiens escomptés? Oui, la menace globale, c'est-à-dire la coupure qui était occupée par des forces et le fait que l'armée de l'air allait pouvoir attaquer. Au passage, je remarque que l'armée de l'air russe, dans l'attaque au sol, est plus forte contre l'armée russe que contre les Ukrainiens. Puisqu'on sait qu'en Ukraine, en attaque au sol, l'aviation russe n'est quasiment pas utilisée. Donc c'est contre les Russes qu'elle est plus efficace que contre les Ukrainiens. C'est un peu dommage pour l'armée russe. Pour que les choses soient claires, cette colonne de chars, de blindés, de minibus, cette colonne militaire de Wagner n'aurait jamais pu aller jusqu'à Moscou, selon vous? Non, je pense qu'elle n'aurait pas pu y arriver. Il fallait avoir des complicités jusqu'à Moscou, dans Moscou et sur la ligne, qu'on a vue, la rivière. Si vous n'avez pas des contacts là qui vous permettent de dire vous pouvez passer, vous savez à ce moment-là que vous engagerez le combat. C'était la première ligne et il y a tout le système de sécurité dans Moscou, donc il avait peu de chances que ça tombe. Un putsch comme ça ne fonctionne. On a quelques expériences au cours de l'histoire. Ça ne fonctionne que quand il y a des défections. S'il n'y a pas de défection, ça ne marche pas. Je rappelle que pour prendre le plus proche, la chute de Bagdad, elle n'est pas due à des combats. Elle est due à la défection de la garde de Saddam Hussein, qui a été payé par les Américains, enfin le général au moins, a été payé par les Américains pour ne pas combattre. Donc une ville comme ça ne peut tomber que s'il y a des défections. Et là, il a bien vu que les défections n'étaient pas là. Mais un mot encore là-dessus. Pour autant, l'armée russe aurait peut-être pu intervenir beaucoup plus tôt. Alors elle a tenté de le faire, semble-t-il, avec les hélicoptères. Mais elle n'a pas réussi. Mais enfin, on ne peut pas dire qu'ils avaient mis le paquet, entre guillemets. Non, mais ce que j'expliquais à propos du manque de réserve. Derrière les lignes de combat, il y a très peu de réserves russes qui sont capables d'intervenir. Et donc, le plan qui a été arrêté, c'est... OK, la ligne de défense, c'est là, et on s'installe là. Ils n'avaient pas les moyens de le faire tout le long de la route, donc ils sont installés là. Donc ça illustre le manque de moyens russes, mais ça illustre également le manque de défection au profit de Prigojine. Et donc le bras de fer était forcé de tourner en faveur de la défense russe. Je vous donne la parole, Vincent, mais cette colonne était-elle si impressionnante? Un millier de véhicules, beaucoup de minibus évidemment, beaucoup de transports de troupes, mais aussi 120 véhicules de combat, des chars, pas des chars sur chenilles, mais enfin pas mal des véhicules de combat. C'était surtout ce que j'ai vu. Alors il y en avait quelques-uns qui étaient montés, des chars, des blindés avec des canons, étaient montés sur des porte-chars pour aller vite. Et puis il y avait des BTR, donc les transports de troupes. Mais une colonne, c'est pas dangereux. C'est quand ça se déploie que c'est dangereux. Or le problème, c'est qu'arrivés sur la rivière, ils savaient qu'ils arrivaient sur un obstacle contre leur déploiement, premier point. Et qu'ils allaient pouvoir devenir une cible. Qu'ils allaient devenir une cible pour l'aviation qui allait venir. Mais encore une fois, je le répète, un coup comme ça ne fonctionne que s'il y a défection. Si vous êtes obligé d'arriver au combat avec les éléments qu'il avait, il avait très peu de chances de remporter le morceau. Oui, Vincent. Alors, très rapidement, on ne peut pas, dans le meilleur des cas vu de Moscou, exclure totalement l'hypothèse qu'il y ait eu la volonté de piéger Prigojine, qui, dans sa marche triomphale sur Moscou, pris par l'ivresse de victoire sans combattre, continue d'avancer alors que l'état-major russe, c'est peut-être là encore lui prêter une rationalité qui lui est étrangère, a installé un dispositif ferme à hauteur de cette fameuse rivière Oka, en sachant qu'il allait aspirer en quelque sorte la colonne et pouvoir lui régler son compte à ce moment-là. Ce qui d'ailleurs au passage n'exonère pas du tout les autorités russes d'une nouvelle faillite du renseignement. C'est-à-dire que d'après les services occidentaux, ça fait maintenant 8 mois
que des préparatifs avaient été amorcés pour une éventuelle prise de pouvoir, en tout cas un coup de force de cette nature, et on avait déjà mesuré à quel point le système de renseignement russe avait été défaillant sur Kiev, et le type d'accueil qui serait réservé aux forces d'agression. Et on a l'impression que là encore, et il y aura sans doute des règlements de compte qui n'épargneront pas le service de renseignement militaire et le FSB lui-même. J'ai écouté une blague de Vera Grandseva ce matin sur notre antenne chez Elisabeth Martichoux qui disait, eh bien, au départ on pensait que l'armée russe était la deuxième du monde. Ensuite, avec le début de l'invasion en Ukraine, on s'est aperçu qu'elle était la deuxième en Ukraine, derrière l'armée ukrainienne. Maintenant, on s'aperçoit qu'elle est la deuxième en Russie, avec cette affaire de Wagner. On vous retrouve, Fanny. Dernier point donc, de ces informations qui se dévoilent peu à peu, ces infos nouvelles sur les coulisses de la fameuse négociation, des fameux pourparlers. Oui, d'après le média Medusa dont on parlait à l'instant, c'est Evgeny Prigojine lui-même qui a souhaité ouvrir ces négociations. Il a alors tenté d'appeler Vladimir Poutine lui-même. Le président n'a pas voulu lui parler, indique le journal. C'est finalement Alexandre Loukachenko qui sera chargé de prendre les choses en main. Prigojine avait besoin d'un tiers de confiance pour sortir et sauver la face. C'est là que Loukachenko est intervenu. Il aime la publicité, c'est pourquoi il a accepté, explique Medusa. Prigojine ne veut pas se contenter de Loukachenko, il exige que des proches de Poutine soient associés. Côté russe, cet accord sera donc négocié avec, en plus de Loukachenko, le chef du cabinet du Kremlin, Anton Vaino, le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Nikolai Patrouchev, ici au milieu, et l'ambassadeur de Russie en Biélorussie, Boris Gryzlov. Merci Fanny. La question qui vient à l'esprit, Anne, Isabelle, c'est pourquoi Vladimir Poutine négocie-t-il ? Il a tout à fait les moyens d'arrêter la colonne de Wagner. Il en a les moyens, on l'a vu. Moi, je ne suis pas du tout persuadée qu'il ait négocié. Donc, tant que je ne connais pas les termes du deal et des négociations, j'attends de me prononcer. Je ne crois pas non plus à cette médiation de Loukachenko. Depuis 2020, Loukachenko n'a aucune autonomie de décision. Il est le vassal de Vladimir Poutine qui a sauvé son pouvoir quand il était menacé par des manifestations. Et je pense plutôt, je peux me tromper, mais mon analyse serait plutôt de penser que Vladimir Poutine n'a pas voulu parler directement à un type qui est un voyou, qui était son cuisinier, et c'est pas du tout de son niveau, parce que Vladimir Poutine tient quand même à marquer sa différence. Lui qui vient du même milieu de voyous, de mafieux, de la rue, il tient vraiment à rappeler qu'il ne fait plus partie de ce milieu. Et donc je pense qu'il a appelé Loukachenko et qu'il a donné un ordre à Loukachenko en disant tu fais passer l'ordre à Prigojine, et l'ordre c'est très simple, c'est et Coco, tu fais 20 mètres de plus, tu es totalement dessoudé. Je pense, enfin moi, en tout cas si je devais parier sur une analyse, ce serait plutôt celle-là. Et dans ce cas-là, pas de tentative d'arrestation de Prigojine à Rostov où il se trouve à ce moment-là ? Je pense qu'il a voulu. D'abord, il faut pas quand même sous-estimer plusieurs choses. Ils ont été dans les tranchées ensemble en Ukraine. On se tape pas dessus comme ça, juste à Rostov. On se connaît tous. On est des militaires, des anciens militaires. Ensuite, Poutine a peut-être essayé, effectivement, de tendre un piège, attendre de voir ce qu'il allait faire. Il n'y a pas vraiment de force militaire entre Rostov et Moscou. Et puis, il y a aussi, on ne peut pas sous-estimer aussi l'appareil, mais quand même un certain temps en Russie à se mettre en route. Mais attendez, il y a des forces quand même à Moscou, les forces Alpha, etc. Elles auraient dégommer la colonne de Wagner bien avant qu'il arrive à Moscou, à 100 km. Anne, vous aussi, vous avez des doutes sur comment le donnant-donnant qu'auraient été ces négociations, et vous imaginez que ce serait plutôt Poutine qui dit stop ? Alors, tout d'abord, que Poutine accepte de prendre au téléphone celui qu'il vient de taxer de traître et de parler de trahison dans son adresse le matin même est totalement exclu. C'est pas possible. Je veux dire, il se serait totalement déconsidéré de le prendre au téléphone et de négocier quoi que ce soit avec lui. S'il y a eu une négociation, en effet, ça a été fait par d'autres que lui. Et le rôle du président Loukachenko dans cette affaire
Moi, je suis aussi très dubitative. Est-ce qu'il a servi de paravent et pas plus que ça ne m'étonnerait nullement. Mais encore une fois, négociation sur quoi? Puisqu'on n'a pas les éléments du deal. Tant qu'on n'aura pas les éléments du deal, en réalité, on ne pourra pas véritablement savoir ce qui a été négocié. Alors, il y a un élément, pardon de vous interrompre, dont on faisait état en début d'émission, et qui visiblement n'a pas, qui était présenté comme un élément du deal, et qui visiblement n'existe pas, c'était l'immunité. On vous accorde l'immunité si vous faites reculer la colonne, et finalement, on apprend qu'il n'y a pas d'immunité. Donc, peut-être ça accrédite cette idée que le deal n'est pas tout à fait un deal. On l'a pas vu. On l'a pas vu, et Non. pas d'immunité peut-être, mais en attendant, pour autant qu'on sache, puisqu'on ne sait pas où il est, mais Il se Prigogine planque, n'est pas il se arrêté. cache. Du coup, il se cache. Il se cache ou on ne sait pas. Mais bon, attendons de voir. Attendons de voir aussi quel va être le sort de M. Shoigu. Est-ce qu'il y aura un changement de ministre de la Défense dans les jours ou dans les semaines à venir? Nous allons voir. Mais ça, est-ce que c'est Personnellement, envisageable, Là, ça Anne? voudra dire qu'il y a eu un deal. Oui, Ça voudra dire qu'il y a eu un deal. mais Si Shoigu personnellement, j'en doute. est remercié, ça voudra dire qu'il y a eu un deal. J'en doute, parce que ce que cette affaire montre, c'est que M. Poutine a besoin autour de lui de gens qui sont avant tout loyaux, qu'il a besoin de contrôler l'armée et qu'il a besoin, pour contrôler l'armée, d'un ministre de la Défense qui est parfaitement loyal. Et donc, Shoigu a des avantages et des inconvénients. Ça n'est probablement pas le plus compétent. Les revers à répétition subis en Ukraine le montrent. Mais pour Vladimir Poutine, l'important, en définitive, c'est pas qu'il soit compétent, c'est qu'il soit loyal. Ou en tout cas, qu'il soit d'abord loyal et ensuite compétent. Il reste, ne l'oublions pas, que M. Poutine a été incapable de prévenir cette affaire, alors que depuis des mois, on voyait bien cette tension qui montait. En réalité, cette tension, elle était en définitive attisée par le président Poutine, diviser pour régner. C'est une grande règle de beaucoup de régimes politiques, en particulier celui de M. Poutine. Et donc, il a non seulement laissé les tensions entre Prigogine et son ministre de la Défense, mais il les a attisées. Et alors Et qu'on dit donc, aussi que les Américains étaient au courant depuis 15 jours et que ces mêmes services de renseignement américains disent Poutine lui-même était au courant depuis 24 heures. On ne met pas la question sur la table parce qu'on ne va pas spéculer On n'en sait rien. sur des informations de presse que les services de renseignement de tel ou tel pays le savaient. Oui, général. Juste 2 points. D'abord, la fidélité et le fait qu'il faille mettre des gens fidèles, pas forcément des gens compétents, c'est une règle. Souvenez-vous de l'opération de Kharkiv, l'offensive de Kharkiv, où le général qui s'est fait complètement bousculer a été immédiatement après mis chef d'état-major de l'armée de terre. Donc ça a été une récompense alors que c'était un échec. Le deuxième point, très intéressant, que ce soit Prigogine qui est appelé d'abord, parce qu'il a tout de suite montré sa faiblesse. Immédiatement, puisque c'est lui qui appelle, c'est lui qui demande une négociation, et là, il se met tout de suite en situation de faiblesse. Donc, immédiatement, la réaction, c'est « Ok, on ne discute pas, tu t'arrêtes ». Alors, on verra effectivement s'il y a un deal quand même, parce que c'est pas... Ben oui. Vincent. Je crois aussi que cette médiation est un leurre, que c'est un habillage, qu'il n'a jamais été sérieusement question d'un exil solitaire ou avec une partie de ses troupes de Prigogine en Bélarus, notamment parce qu'il aurait été lui-même un foyer d'instabilité dans un régime ô combien fragile. Effectivement, comme tiers de confiance, Loukachenko est aussi crédible que moi en Danseuse d'étoiles. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui doit tout, et notamment, Isabelle le rappelait, son maintien au pouvoir à son maître et mentor de Moscou. Donc comment un Prigogine pourrait-il placer ne serait-ce qu'une parcelle de confiance dans quelqu'un qui n'a aucune autonomie? Et un dernier point, le parquet général de Russie, dont on connaît l'allégeance au pouvoir, les dissidents russes en savent quelque chose, a fait savoir très vite qu'en vertu de l'article 279 du Code pénal, eh bien, il y avait une instruction ouverte pour incitation à la rébellion armée et que celle-ci n'était en aucun cas close. Pour moi, ça ferme le chapitre médiation-immunité. Mais il faut rappeler là-dessus que c'est Peskov, le porte-parole du Kremlin, qui avait dit Wagner, Prigogine aura une immunité.
Donc là, Enfin, on est quand même à On peut avoir 24 une heures volonté et d'intervalle. être assassiné quand même, c'est pas Oui. compatible. Non, mais- On verra aussi une autre chose. Certains soulèvent l'idée selon laquelle Prigojine aurait aussi pu être envoyé en exil en Biélorussie pour en fait ouvrir un deuxième front dans la guerre Partir en de la Ukraine. Biélorussie. Oui. Mais dans ce cas, il serait en Biélorussie. Alors là, Mais visiblement, on verra aussi si dans 15 jours, ça voudra Oui. aussi dire qu'il y a un deal. Mais bon, ça paraît un petit peu... visiblement, cet exil en Biélorussie, il ne se sent pas réellement en sécurité pour y aller. Donc, il est peut-être pas prêt d'y arriver. Autre question. On a vu qu'on n'en savait plus sur les circonstances des affrontements avec l'armée russe, Oui. entre les troupes de Wagner et les armées russes pendant la montée de cette colonne. Du coup, est-il possible de le pardonner alors que une quinzaine de soldats russes sont morts dans ces affrontements? Je voudrais qu'on écoute le général Chauvency, qui était notre invité un peu plus tôt sur l'antenne, et vous nous direz ce que vous en pensez, Dominique. Comment l'armée russe pourrait-elle pardonner aux troupes de Prigojine d'avoir tué des militaires russes sur le territoire russe? C'est une cause presque de guerre, une déclaration de guerre entre des miliciens et des soldats de l'armée régulière, et il y a quand même, en termes de légitimité, quelque chose. Et je pense que la population russe peut être sensible quand même au fait que ceux qui défendent la patrie sous l'uniforme russe, qui ne sont pas des mercenaires, se fassent tuer par des mercenaires sur le territoire russe. Voilà, c'était chez Christophe Moulin et Anne Seften. Je pense que, comme Général. d'habitude, il faut faire la part des choses entre le chef et la troupe. Celui qui est coupable, c'est celui qui a mené la rébellion, c'est Prigojine. Après ça, on ne va pas aller chercher des poux dans la tête du type qui a tenu le missile pour tirer sur le... On va jamais le savoir, d'ailleurs. Hein. Donc, je pense que effectivement, ceci renforce le fait qu'on ne peut pas pardonner à Prigojine. Mais à Prigojine, pas aux hommes de Wagner, à qui on offre... Alors, l'offre de signer dans l'armée russe a été donnée à ceux qui sont volontaires et ceux qui n'ont pas participé à l'opération. Alors, les autres, que vont-ils devenir? Ça, en revanche, on n'en sait rien. Mais je pense qu'il n'y aura pas de charge aux sorcières chez eux. Mais en revanche, ça renforce le fait que Prigojine va être poursuivi. Oui, Isabelle. Alors pour moi, c'est totalement un non-sujet. On n'est pas aux États-Unis où, à chaque fois qu'il y a, effectivement, quand il y a un soldat mort, c'est un casus belli. En Russie, la vie humaine n'a pas le même prix que le prix qu'elle a dans nos pays occidentaux, y compris dans l'armée. Vous voyez la manière dont les soldats sont traités, envoyés au casse-pipe. Vous voyez la manière dont les Russes continuent à soutenir Vladimir Poutine alors que c'est un carnage absolument épouvantable. Vous voyez la manière dont les gens acceptent d'être payés en manteau de fourrure et en lada rutilante pour dédommagement de la mort d'un fils, d'un père ou d'un frère. Pour moi, c'est un non-sujet. Bon. Complètement d'accord avec Isabelle.